On commence avec l'actualité au Proche-Orient, à Gaza. Le Hamas ne prolongera pas le cessez-le-feu en vigueur depuis 3 jours. Les négociations au Caire n'ont pas été fructueuses, mais elles continuent. Israël refuse toujours d'accéder aux demandes du Hamas. Selon l'État hébreu, quelques heures avant même l'expiration officielle de la trêve, 2 roquettes auraient été tirées sur le sud d'Israël. Et des milliers de Gazaouis fuient ce matin leur maison par peur de frappes israéliennes. Manal El-Ardari. La guerre ne connaîtra pas de répit à Gaza. Le Hamas poursuit son combat après une trêve de 72 heures en vigueur depuis mardi matin. Le mouvement palestinien ne prolongera pas le cessez-le-feu avant qu'Israël n'accède aux demandes des Palestiniens. Lever le blocus qui asphyxie l'enclave depuis 2006, libérer des prisonniers et faire taire les armes, ce sont les principales revendications des dirigeants de Gaza. La guerre n'est pas finie. Nos combattants sont sur le terrain. Ils observent ce qui se passe au Caire avec nos négociateurs. Israël doit savoir que le chemin le plus court pour une trêve durable est de répondre aux demandes de notre peuple. C'est ce qui pourrait lui garantir de vivre en paix. Plusieurs roquettes auraient été tirées aujourd'hui sur le sud d'Israël, 3 heures avant l'expiration du cessez-le-feu. À Shejeria, banlieue dévastée de l'enclave, l'ancien porte-parole du Hamas, Ayman Taha, a été retrouvé mort hier dans son appartement. Résignés à leur sort, les Gazaouis ne veulent pas perdre espoir. La résistance fait du bon travail, c'est elle qui nous défend. C'est grâce à la résistance qu'il y a encore des survivants à Gaza. Elle construit des tunnels et dépense beaucoup d'argent. Les délégations palestiniennes et israéliennes poursuivent des négociations intenses et ardues avec l'entremise de l'Égypte. Des négociations infructueuses jusqu'à cette heure-ci. Près d'un mois après le début du conflit, 1890 Palestiniens ont péri dans la bande de Gaza, essentiellement des civils. Situation extrêmement tendue en Irak également. Les insurgés de l'État islamique progressent, obligeant des milliers de Yazidis et de chrétiens à fuir. Les Yazidis sont les membres d'une communauté kurdophone pré-islamique. Après la chute de Karakosh, 100 000 chrétiens seraient poussés sur les routes selon certaines sources. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est exprimé à ce sujet hier. Il réclame une aide humanitaire urgente pour les civils victimes de persécutions et manifeste son soutien au gouvernement irakien. Le pape François a lui aussi lancé un cri d'alarme hier en direction de la communauté internationale pour que les populations du nord de l'Irak soient protégées. Et les États-Unis ont également réagi hier à l'avancée de l'État islamique en Irak. Dans une allocution solennelle à la Maison-Blanche, Barack Obama a décidé d'autoriser les parachutages humanitaires. Il n'a pas exclu par ailleurs la possibilité de bombardements, de frappes aériennes ciblées pour éviter un génocide des minorités. Écoutez plutôt. Je l'ai déjà dit, les États-Unis ne peuvent et ne doivent pas intervenir chaque fois qu'il y a une crise dans le monde. Alors laissez-moi être clair sur les raisons pour lesquelles nous devons agir dans ce cas précis dès maintenant. Lorsque nous sommes confrontés à une situation comme celle qui a cours sur cette montagne, où des gens innocents sont menacés de terribles violences, et lorsque nous avons un mandat pour les aider, ici du gouvernement irakien, et lorsque nous sommes les seuls à pouvoir prévenir un massacre, eh bien je pense que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas fermer les yeux. Nous pouvons agir de façon responsable et prudente pour éviter un éventuel acte de génocide. L'État islamique qui est aussi actif en Syrie. Hier, des hommes armés ont pris le contrôle partiel d'une base de l'armée dans la province de Raqqa dans le nord. Les combats pour le contrôle de cette base ont fait 38 morts. Au moins 27 membres des forces du régime syrien ainsi que 11 djihadistes de l'État islamique. Parmi ces derniers, 3 kamikazes qui se sont fait exploser à l'entrée et autour de la base au début de l'attaque. La lutte antiterroriste, une priorité pour le Maroc, qui est reconnu par Washington comme un leader régional dans ce domaine. D'ailleurs, en marge du sommet États-Unis-Afrique, Washington et Rabat se sont engagés à renforcer leur coopération en matière de, je cite, gestion de crise, sécurité des frontières et d'enquête sur le terrorisme. Un accord cadre a été signé. En outre, les deux pays vont identifier et former des experts dans les pays partenaires du Maghreb et du Sahel.
Le virus Ebola progresse dangereusement. Le bilan humain approche les 1000 morts déjà en état d'urgence. Le Liberia et la Sierra Leone ont pris de nouvelles mesures. Ils les ont placés en quarantaine. 3 villes de la zone contaminée fermant les routes et les lieux de loisirs. L'Organisation mondiale de la santé doit annoncer aujourd'hui des mesures à l'échelle internationale. L'Europe a accueilli hier son premier malade d'Ebola rapatrié. Il s'agit d'un missionnaire espagnol contaminé au Liberia. 2 semaines après le drame, les premiers éléments de l'enquête sur le crash au Mali de l'avion d'Air Algérie ont été divulgués. Malheureusement pour les enquêteurs, la boîte noire enregistrant les conversations de la cabine de pilotage reste inexploitable. Mais l'extraction des paramètres de vol a permis de reconstituer la trajectoire de l'avion. Eh bien, on apprend que l'avion a été pulvérisé à son impact au sol après avoir perdu de la vitesse et viré à gauche pour une raison encore indéterminée. Il traversait une zone orageuse. Retour au Maroc. Le Maroc qui veut apporter son soutien à la cause palestinienne à travers différentes actions présidées par le souverain. L'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif accueille cette année la 7e édition des colonies de vacances pour les petits Makdessi. Manal El Ardari. Ces Makdessi sont en visite à la ville ocre. 50 enfants de 12 à 14 ans en provenance de Jérusalem sont venus apprécier les monuments historiques de Marrakech durant 13 jours. Plusieurs activités culturelles et touristiques sont prévues. Ce séjour est révélateur pour les Palestiniens. À travers cette visite des enfants de Jérusalem au Maroc, le roi, le gouvernement et le peuple marocain expriment leur soutien à la cause palestinienne en général et à Jérusalem particulièrement. Nous savons que la mission du comité Al-Quds, présidé par le roi Mohammed VI, est créée en application de la résolution de la 6e conférence islamique des ministres des Affaires étrangères et d'appuyer la population de Jérusalem pour résister contre les manœuvres de judaïsation. Ces enfants de Jérusalem auront l'occasion de visiter le complexe de l'artisanat, la mosquée Al-Koutoubia et la place Jamel Fna. Ainsi, le Maroc rappelle encore une fois son soutien indéfectible à la Palestine. Ces enfants vont profiter durant 2 semaines de tout ce qui fait la beauté de Marrakech, ainsi que des activités de divertissement. L'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif, créée en 1998, contribue au financement de programmes et projets en collaboration avec des partenaires arabo-musulmans et internationaux. Objectif, préserver l'identité de la Cité sainte et ses spécificités religieuses, culturelles et civilisationnelles. En vacances dans le royaume en ce moment, en ce mois d'août très fréquenté, les touristes, le marché du voyage est en pleine expansion au Maroc et avec lui l'apparition d'une offre plus adaptée à la clientèle. Les agences de voyage comptent désormais avec Internet. Les réservations sur la toile font fureur. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de Issam Abari sur un récit d'Amina Benralek. Pas une minute de répit pour les employés de cette agence de voyage. Ils doivent répondre aux questions de clients très exigeants. Chacun d'entre eux veut trouver la bonne affaire pour un séjour au Maroc ou à l'étranger. Parmi ces clients, il y a les habitués de l'agence. Ils ont vu toutes les informations sur Internet, mais font le déplacement pour régler les derniers détails avant le grand départ. Je voyage chaque année en famille et je viens toujours ici chercher des offres de voyage organisées. Des destinations comme la Malaisie ou Singapour. Je fais en général toutes les procédures de voyage dans l'agence, c'est beaucoup plus facile. Au Maroc, les agences de voyage se laissent donc entraîner sur la voie irrésistible du web. Aujourd'hui, il suffit d'un seul clic pour consulter les offres en détail avant de passer à la réservation. Les offres sur Internet marchent très bien. Les clients sont de plus en plus nombreux à consulter les offres sur le web. Le principal avantage, c'est qu'ils peuvent comparer les prix. Ils comparent surtout les prix des hôtels qui ont tous ressenti la différence avec l'utilisation d'Internet. La clientèle est beaucoup plus importante. Cette croissance se mesure au niveau du tourisme interne. On reparle du discours du roi Mohammed VI pour la fête du trône la semaine dernière. Le souverain y évoquait l'importance du capital immatériel. L'évaluation de ce capital est aujourd'hui la grande mission du Conseil économique, social et environnemental. Mais impossible de faire cette évaluation sans l'aide de la recherche scientifique. Explication dans ce reportage de Raja Fadli et Kamal Rounaim sur un récit d'Amina Benralek.
Pour mieux avancer, le Maroc se fixe un nouvel objectif, faire le bilan des 15 dernières années en évaluant sa valeur globale. Le roi Mohammed VI a recommandé au Conseil économique, social et environnemental chargé de l'étude de prendre en considération un critère en particulier, le capital immatériel, un concept aussi important pour le Centre national pour la recherche scientifique. Le capital immatériel est un ensemble de données et de connaissances, des éléments qui n'ont pas de contenu physique, mais qui ont une valeur ajoutée pour le pays. Le capital immatériel, à la base un terme financier, il désigne les compétences, les techniques et le savoir-faire d'une organisation, mais il n'a aucune valeur comptable. Au niveau d'un pays, ce capital regroupe plusieurs paramètres, le capital humain, les institutions et les richesses culturelles et historiques. Mais dans ce cas, à quoi sert la recherche scientifique ? La recherche scientifique permet d'acquérir les connaissances et de créer de nouvelles technologies. Ces technologies vont justement développer le capital immatériel. Ce capital reste l'un des soucis majeurs des pays, même en temps de crise. C'est pour cette raison que les États injectent de grandes sommes pour soutenir la recherche scientifique. Elle fait partie des principaux mécanismes de développement du capital immatériel. Développer ce capital immatériel, c'est aussi valoriser les facteurs de production de richesse. Au Maroc, la richesse immatérielle est non négligeable. Selon 2 études de 2005 et de 2010 de la Banque mondiale, le Royaume figure dans les premiers rangs à l'échelle africaine et devance de loin certains pays de la région. Pour terminer ce journal, nous parlons de cette rencontre qui aura lieu ce week-end à Tanger, qui devrait réunir plus de 1000 personnes, des Tangérois du monde, nostalgiques de la ville du Détroit, pour parler de cet événement artistique qui se tiendra précisément demain soir au golfe de Tanger. Nous accueillons sur ce plateau Nourdine Saoud. Bonjour Monsieur Saoud. Bonjour. Alors vous êtes représentant du comité qui organise cette rencontre internationale des Tangérois du monde. Alors une première question, qui sont-ils ces Tangérois du monde? D'où viennent-ils? Eh ben, les Tangérois du monde, ils sont partout dans le monde, comme moi, qui vis à Londres et qui veulent de temps en temps retourner à Tanger. Et ce serait sympa de pouvoir les réunir de temps en temps. Donc on a pensé de faire un événement annuel. Donc il y aura des gens qui viennent vraiment des 4 coins du monde. Exactement. Exactement. D'accord. Quel est l'intérêt de cette rencontre qui aura lieu demain? L'intérêt de cette rencontre, c'est de créer un certain dynamisme artistique et culturel entre ces gens-là qui habitent partout dans le monde. Et on leur donne la possibilité de partager leur talent avec nous. Et de cette manière, inspirer les jeunes Tangérois à voir ce qui se passe dans le monde et de vouloir faire mieux dans leur carrière et de cette manière créer un certain dynamisme qui pourrait aller en parallèle avec le progrès économique de Tanger qui est en train de grandir très vite et par conséquent il devrait y avoir un certain dynamisme qui va en parallèle. Donc on aimerait bien faire partie de cette inspiration de créer un certain mécanisme qui pourrait faciliter que ces gens puissent retourner une fois par an et partager leur talent avec nous. Ça serait sympa. Oui, vous me parliez tout à l'heure de l'importance de créer un réseau. Exactement, de créer un networking pour que ces jeunes Tangérois qui habitent ici à Tanger puissent contacter ces gens à l'extérieur pour pouvoir continuer leur carrière. Par exemple, moi j'étais musicien dans les années 80 ici à Tanger et il y avait un grand manque de ça. Donc après avoir vécu à Londres 23 ans, je vois le bénéfice d'avoir un networking system qui peut vraiment bénéficier tout le monde. Et tout ceci s'est fait grâce à l'agence Private Event. Vraiment le travail de Shahin Benayad est excellent. Et parce que c'est assez difficile de communiquer internationalement on est plusieurs dans différents pays qui sont en train de discuter les projets. Donc on a besoin de quelqu'un ici qui puisse vraiment faire bouger l'affaire. Et Shahin Benayad, il a été vraiment super tout au long de l'organisation. Alors racontez-nous quel sera le programme de cette rencontre demain.
Il y a un fashion show qui va être délivré par Salima Abdelwahab. Après, il y a un grand chanteur Al-Hadri. Il y a plusieurs groupes musicaux. Il va y avoir un DJ, il va y avoir un saxophoniste. Il va y avoir Paco Messari qui va présenter l'événement. Donc ça va être très sympa. Ça va être très cool, relax, dans un cadre international. Et vraiment, ça va être très joli parce que le golf, c'est très très beau comme lieu pour un événement. Donc on veut remercier aussi Philippe du golf Azoulay. Vraiment, il a été super. La wilaya, la préfecture aussi, tout le monde s'est comporté super bien avec nous. Et on aimerait bien que pour le prochain, on ait beaucoup de sponsors, des boîtes. Est-ce qu'à terme, vous voudriez une rencontre annuelle? Voilà, exactement. Donc ceci, c'est juste une introduction pour montrer, regardez, voilà, on peut faire ceci une fois par an et ça peut vraiment bénéficier les jeunes tangérois et les tangérois du monde et leur donner une excuse de retourner parce qu'on a besoin de ces gens-là. Ils sont partis à un certain moment dans leur vie et ça serait sympa qu'ils puissent y retourner de temps en temps. Donc il est important aussi de signaler que cette rencontre est ouverte au public. Exactement, c'est l'esprit tangérois. L'esprit tangérois, c'est une porte ouverte pour tout le monde. On l'appelle un événement tangérois pour lui donner ce sens spirituel qui est ouvert à toutes les religions et à tous les amis du monde. C'est plutôt tangérois de cœur, donc il ne faut pas être tangérois. D'accord, donc une rencontre ouverte au public, 250 dirhams par personne, Exactement. Demain au Royal Golf de Tanger. Vous allez venir, j'espère. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se passe dans le pays de l'un de nos correspondants dans le monde. Direction le Sénégal ce matin. Binta Diagne, vous êtes notre correspondante à Dakar. Bonjour. Bonjour Alison, bonjour à tous. Alors le Sénégal vit une polémique assez profonde suite à la publication d'un livre sur la gendarmerie. Un livre écrit par un colonel encore en fonction qui critique une série d'actes de détournement de fonds, de pots de vin, de corruption au sein de cette institution. Ce livre pointe notamment du doigt la gouvernance de l'ancien haut commandant de la gendarmerie, le général Fall, qui vient de démissionner de ses fonctions. Oui, à peine rentré au Sénégal samedi dernier, donc le général Fall a démissionné parce qu'il était largement mis en cause dans ce livre. Ce livre, c'est son adjoint, le colonel Abdelaziz Ndao, qui l'a écrit. Il écrit plusieurs exemples de programmes qui ont échoué du fait des actions du général Fall. Et donc le général Fall y est décrit comme un personnage avide d'argent, mu par des intérêts personnels. Les critiques les plus virulentes à son égard concernent sa gestion de la crise en Casamance, donc dans le sud du pays. Et vu la gravité des faits relatés dans ce livre, eh bien le général Fall avait été rappelé pour consultation à Dakar par le gouvernement sénégalais. En démissionnant, il se met donc à la disposition en quelque sorte de la justice en cas d'enquête. Binta, comment le gouvernement a-t-il réagi à ce livre? Que risque l'auteur du livre? Alors, le ministre des Forces armées qui a fait une déclaration publique sur la chaîne de télévision officielle. Dans cette déclaration, le ministre annonce une série de mesures à l'égard de l'auteur du livre, le colonel Abdelaziz Ndao. Il annonce notamment une enquête qui a été ouverte par l'inspection générale des armées. Il aura aussi des sanctions disciplinaires pour avoir failli à son obligation de réserve, car d'après le ministre, publier ce livre est perçu comme étant, et là je le cite, une trahison, une révélation de secrets classifiés défense ou pouvant porter atteinte à l'autorité du commandant de formation et au moral des militaires. À noter que le colonel Abdelaziz Ndao était jusque-là attaché militaire lui-même à l'ambassade du Sénégal à Rome. Il a donc annoncé son retour imminent sur le Sénégal pour répondre à sa hiérarchie. Autre actualité chez vous, les suites du procès de Karim Wade dont on parlait la semaine dernière. Le fils de l'ancien président est poursuivi pour enrichissement illicite. Vous avez assisté à la première semaine du procès. Où en est-on ? Alors pour le moment, c'est pas le plus intéressant en tant que tel. La Cour n'a pas encore débattu du fond du dossier. Pour l'instant, les avocats de la défense ont soulevé plusieurs débats de forme. Ils ont demandé à la Cour de se déclarer incompétente pour juger Karim Wade. Alors depuis le début de la procédure enclenchée contre lui, Karim Wade fait valoir son statut d'ancien ministre et à ce titre affirme ne pouvoir répondre de rendre compte que devant une haute cour de justice et non devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite, comme c'est le cas actuellement. Donc pendant une semaine, la partie civile, la défense ainsi que le parquet spécial ont débattu sur ce sujet-là. C'est une question assez importante en fait parce que si la Cour se déclare incompétente, on reprend tout à zéro. Cela annule la procédure en cours et si l'État veut poursuivre Karim Wade, eh bien il faudra reprendre l'ensemble des enquêtes depuis le début. Et la Cour statuera sur ce point-là le 18 août prochain.
Merci Binta pour ce tour d'horizon de l'actualité chez vous. Tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. Qu'y a-t-il dans vos journaux ce matin? Le projet de loi de finances 2015, la lutte contre l'analphabétisme et la révolution verte dans la région de Doukkala Abda. C'est dans la presse nationale. Taoufik Nasser.